c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business sur 102.3, un nouveau direct depuis Coulommiers-Chamiers, depuis nos studios dans le stade Parrot en banlieue de Périgueux. RLP Business, l'émission sur l'entreprise, le management, le commercial, l'économie en Périgord et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de vin, nous allons parler de vente itinérante, de trouver les bons produits pour les amener soi-même aux consommateurs. Et pour cela, nous avons avec nous Didier Salé de Rocheclair pour les délices de Rocheclair, rocheclair.fr, caviste itinérant, caviste œnologue conseil à Thiviers, expert en sélection de vins, épicerie fine, atelier œnologique sur mesure et veilleur de vos papilles, caviste à domicile, intervention sur le 24 et le 87, pétard, DJ Salé de Rocheclair, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous recevoir, on en parle juste après la chronique de la semaine, les actualités de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Imaginez un sommelier qui débarque chez vous avec son van rempli de bouteilles, prêt à transformer votre apéro en dégustation étoilée. C'est le caviste itinérant, le Lagardère du vin, parce que si tu ne viens pas à Lagardère, c'est Lagardère qui viendra à toi. Et c'est magnifique parce que pour aimer le bon vin, il faut comprendre le terroir et donc notre histoire. On va en reparler. Chiffre clé, le marché du vin en France pèse 15 milliards d'euros en 2023 avec 4,2 milliards de litres de vin par an. Ça en fait des litres. 60% des ventes se font via des circuits traditionnels, grandes surfaces, cavistes fixes et 10% via des circuits alternatifs, e-commerce, marché et cavistes itinérants. Alors, il faut quand même moduler un petit peu. La consommation a baissé de 60% en 30 ans, donc les producteurs ne se sentent pas forcément très bien malgré ces chiffres, mais ça a été une institution et il reste des choses. D'ailleurs, le marché se diversifie, les micro-entreprises dans le vin explosent. 20 000 auto-entrepreneurs en 2023, dont une part croissante de cavistes itinérants, estimée à 5-10%. On en parle souvent ici. Amener le produit directement au consommateur, c'est se passer du distributeur, c'est un modèle de proximité qui fonctionne. Les cavistes itinérants, avec leurs 1000 à 1500 acteurs, captent une niche, 2 à 3% du marché, soit environ 300 millions d'euros. Les cavistes indépendants représentent 12 000 emplois, 3500 points de vente. Les itinérants encore rares gagnent du terrain, environ 1000 à 1500 en France, d'après Xerfi, en 2024. Un caviste itinérant facture en moyenne 30 000, 60 000 par an selon son réseau et ses prestations, dégustations, ateliers, etc. Et en nouveauté, les consommateurs plébiscitent les vins bio et les vins locaux. Cela fait 40% des ventes en 2023 contre 25% en 2018. Ça veut dire qu'il y a vraiment une demande de bio et de local, comme le dit la statistique. Et c'est là que le caviste itinérant, en tant qu'ambassadeur du terroir qui apporte le vignoble à votre porte, a son intérêt. DJ Salé de Rocheclair, des délices de Rocheclair. Ces chiffres-là, est-ce que vous y reconnaissez ? Est-ce que cela représente bien votre activité ? Ça représente bien mon activité, tout à fait, y compris la part des vins locaux, 40%. C'est à peu près ce que représentent les vins de, on va dire, la Dordogne, le Périgord et le Bordelais, qui est quand même notre grand voisin, dans notre cave, tout à fait. D'accord. Au niveau de la Dordogne et du Grand Sud-Ouest, nous avons des terroirs, peut-être parfois un peu oubliés, parfois pas forcément très médiatisés. Quelle est la demande des gens, en fait Alors, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui veulent un vin du Périgord, un vin de Bordeaux, les choses comme ça. Et après, il y a les gens qui veulent découvrir. Et c'est justement là où nous intervenons. Pour faire découvrir, on parlait du Sud-Ouest, les vins du Bruylois, qui sont des vins d'une toute petite appellation, magnifique. Je crois que ça représente 600 hectares à peine. Voilà. Donc c'est faire découvrir ces petites appellations vraiment magnifiques, puisque nos artisans vignerons méritent vraiment. Donc c'est la grande différence entre un rayon de grande distribution, où là on y va, on fait son choix, comme ça, voilà. Et vous, qui êtes un vrai spécialiste, donneur de conseils. Tout à fait. Moi, je veux dire, je n'ai pas 2000 références dans ma cave, mais tous les vins qui sont dans ma cave, je connais les vignerons. Voilà.
C'est François, c'est Florence. Voilà, ce sont des amis. Je connais leur façon de travailler, je connais leur terroir, je connais leur vin, ce qui me permet vraiment comme ça de vous les conseiller. D'accord. Caviste itinérant, c'est un métier particulier, un secteur économique particulier. On en parle tout de suite. C'est DJ Salé de Rocheclair. C'est l'invité de la semaine. C'est juste après ça. L'invité de la semaine. DJ Salé de Rocheclair sur rocheclair.fr, ROCHECLAIRE.fr, les délices de Rocheclair. Alors, on remarque que vous êtes allé assez rapidement. Vous avez commencé en 92 dans une cave d'épicerie fine et bar à vin à Limoges. Vous avez été responsable de la cave du Point Neuf à Limoges jusqu'en 2021. Un président du groupe BNI, Périgueux Synergie, donc effectivement une formation au commercial. Le commerce, ça s'apprend. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est pas d'ailleurs le commerce du terrain, parce que l'école c'est quelque chose, mais tisser du lien, créer de la valeur, ça s'apprend, c'est autre chose. Responsable développement commercial de Cave à Vin Périgueux, qui est en face du cinéma. Qui était pas très loin, cave Francheville, maintenant ça a fermé malheureusement. D'accord. Et vous avez donc créé les délices de Rocheclair avec très clairement une connaissance du commercial et une connaissance du terrain et des producteurs, de la production. Tout donc, à fait. vous connaissez bien la production, vous savez comment la vendre, et donc vous êtes allé monter tout ça. Comment est-ce qu'on devient, je viens de le dire là, mais dites-nous, pourquoi ce choix, pourquoi le vin? Alors, pourquoi le vin? Il y a toujours une histoire, hein. Mon papa est un passionné de vin et depuis mes 7 ans, je baigne dans le monde du vin. Mon papa m'amenait chez les vignerons, on m'amenait dans les salons de vin et choses comme ça. Donc depuis mes 7 ans, je baigne dans le monde des terroirs français et au bout du compte, finalement, on y revient. Juste pour savoir, familialement, est-ce qu'ils étaient entrepreneurs? Est-ce qu'ils avaient créé des sociétés? Ou est-ce que vous avez découvert sur le tard? Mes parents étaient commerçants tout à fait sur Limoges, donc c'est aussi une des meilleures formations au commercial. Absolument, parce que, on le dit souvent ici, l'environnement socio-familial, socio-culturel vous fait gagner du temps. Tout à fait, je veux dire, d'être dans le commerce de ses parents, on va dire depuis mes 12 ans, mes 13 ans, permet d'acquérir le sens du commerce, le sens de la convivialité. Le contact avec les gens et aussi sentir un petit peu ces contraintes administratives localement que nous avons et qui existent et qui demandent un temps d'apprentissage et de compréhension. Je veux dire, dans le monde d'une entreprise, la partie administrative, c'est au minimum 50%. À mon époque, c'était un tiers et c'est monté quasiment à 50%. Et il faut le faire. C'est indispensable. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Et quand on l'a vu avec ses parents, on gagne du temps. Exactement. Ok. Le vin. Et en discutant un petit peu avant que vous arriviez, j'ai vu que vous étiez féru d'histoire. Je suis féru d'histoire, tout à fait. Alors, allez-y, je connais déjà la réponse, mais je vais vous la demander quand même. Le lien entre l'histoire et le vin? Tout simplement, je veux dire, c'est l'histoire qui a fait les vins. Je veux dire, une histoire, une anecdote. Si aujourd'hui en Bourgogne, on n'a que des pinots noirs, c'est que tout simplement un de nos grands-ducs de Bourgogne, puisque je dis un de nos grands-ducs parce que je suis bourguignon de naissance. Génétiquement, je le suis aussi, donc on se rejoint sur ça, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est Philippe de Le Hardy, dans les années 1360, qui a voulu enlever tous les cépages de Gamay qui l'estimaient ne faisaient pas du bon vin. Voilà. C'est pour ça qu'en Bourgogne, il n'y a plus de Gamay. Voilà. Mais bon, rassurez-vous, le Gamay est juste en dessous dans les vins de Beaujolais, et les vins de Beaujolais Grand Cru sont des vins exceptionnels également. En Bourgogne, ils ont du vin jaune. C'est pas en Bourgogne, c'est dans la Franche-Comté, c'est à côté, c'est un petit peu au-dessus, c'est l'Arbois, les choses comme ça. Et on sent le connaisseur. Voilà. Non, en Bourgogne, ce qui est intéressant en Bourgogne, c'est que vraiment, on voit l'intérêt du terroir qu'on appelle les climats en Bourgogne, puisque le vin rouge, c'est du pinot noir, et le vin blanc, c'est du chardonnay. Il n'y a pas de mélange et des choses comme ça. Et c'est uniquement le sol, donc le climat, qui sont quand même classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui font la différence des vins en Bourgogne. D'accord. En France, nous avons plusieurs sortes de cépages. Les gens sont environ 200, 300 cépages en France. Rien que dans le Languedoc, il y en a 86, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Voilà.
Okay. Avec des petits cépages, la négrette qui est dans le fronton, c'est des petits cépages qui sont méconnus. Voilà. Et par contre, des fois, les cépages ont des noms différents en fonction de la région. Par exemple, il y a dans le sud le Vermentino, mais qui dans le sud-ouest s'appelle aussi le Rôle. RO2LE. Voilà, mais c'est le même cépage. Mais c'est intéressant de voir lorsque on prend une bouteille qui est issue d'un château, et non pas un assemblage, mais vraiment qui est issu d'un château, d'un terroir. Très souvent, j'y reviens, il y a une relation d'histoire. Par exemple, on regarde le Sauterne. Le Sauterne n'existait pas il y a 1000 ans. Le Sauterne est né dans les années 1490 et quelques, parce que il y a eu des phénomènes climatiques et de guerres qui font que plutôt que de balancer la récolte, qui était un petit peu avancée, on est allé. Donc c'est intéressant lorsqu'on a une bouteille d'un château qui est ancrée dans le terroir, on a toute son histoire qui va avec. Mais exactement. Ouais. Tout à fait. Voilà, je veux dire, c'est pour ça que l'histoire est vraiment liée au monde du vin. Oui, tout à fait. Surtout chez nous, surtout en France, c'est vraiment. De toute façon, soyons chauvins un petit peu. Oui. Si aujourd'hui, dans le monde entier, en Australie, aux États-Unis, on fait d'excellents vins, c'est parce que nos experts français y sont allés. Mais ils sont allés prendre les terres. Ils sont allés former. Ils sont allés former, ils ont pris nos vignerons, ils ont carrément pris les sols sur 3 mètres de profondeur pour en faire sur un climat équivalent en Californie et au Chili, je crois également. Ils ont essayé de répliquer les vins du sud-ouest, mais carrément en y allant, et puis ils ont pris des bennes de terre et autres avec les gens sur place pour essayer de nous copier. C'est un juste retour des choses. N'oublions pas qu'en 1855, c'est grâce au greffon américain qu'on a pu avoir le vignoble après la terrible épidémie de phylloxéra. Oui, on a pu sauver notre vignoble, c'est vrai. Justement, grâce au greffon américain. Ils ne nous ont pas apporté que les patates et le coca. Ils nous ont aussi apporté. D'accord. Bon, dites-moi, donc vous, en fait, 20-30 ans de connaissance du secteur, dans le sud-ouest, de producteurs. Vous étiez en magasin, donc vous avez vu les fournisseurs, donc vous avez vu passer les producteurs locaux. Tout à fait. Donc forcément, vous connaissez les syndicats, les filières, vous avez créé des amitiés, des réseaux. Tout à fait. Donc, et je parcours encore notre beau pays à la recherche toujours de nouveaux producteurs. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, les amis de producteurs avec qui je travaille m'envoient d'autres amis producteurs et choses comme ça. Voilà, le travail, c'est le réseau, voilà, des amateurs. Avec le sens étymologique du mot, c'est-à-dire ceux qui aiment. Amateur, c'est quelqu'un qui aime. Donc vraiment, les vignerons, jouent aussi le jeu à trouver les cavistes qui vont être leurs ambassadeurs. Ok. Donc ça, c'est un point important. Je voulais mettre en avant. Vous êtes vraiment implanté et vous maîtrisez la production. Parce que ici on parle de business, d'activité économique et autres, donc on a un produit qu'on va vendre auprès de. Vous connaissez vraiment. C'est pas vous qui concevez le produit, c'est pas vous qui fabriquez. Par contre, vous savez exactement quoi trouver et où. Exactement. Je sais comment ils travaillent. Oui. Je sais les soucis qu'ils ont. J'ai un ami producteur qui cette année n'a pas vendangé parce qu'il était, on va dire, la tête dans le sac. Donc je connais leur histoire, je connais leur vin, je connais leur façon de travailler. Et c'est très important parce que c'est l'homme qui fait le vin. Ah oui. Voilà. Et ensuite, donc, moi, je peux vraiment vous conseiller vraiment. C'est pas l'homme qui fait le vin, c'est le vin qui fait l'homme. Non, pardon. On pourrait faire la chanson. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, oui. Voilà. Donc, c'est très, très important. La connaissance de nos cépages, la connaissance de nos vignerons, la connaissance de nos terroirs est primordiale pour pouvoir bien conseiller. Mais vous êtes en fait quasiment un ambassadeur de votre réseau. Je me définis comme le caviste des vignerons. Je suis à leur service. Voilà. Je suis l'intermédiaire entre eux et moi. C'est ma façon de travailler. Je ne travaille pas avec des intermédiaires. C'est directement avec le vigneron. Voilà. Donc vous regroupez dans votre activité les deux métiers de distributeur et de vendeur. Tout à fait. Et de conseil. Et de conseil. Oui, le conseil qui vraiment a disparu de la grande distribution, sauf sauf épiphénomènes et petites manifestations. Mais donc vous maîtrisez vos produits, vous les aimez, vous savez qui fait quoi, comment, et donc vous
allez vous-même les présenter aux demandeurs. Tout à Et fait. vous êtes devenu caviste itinérant. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est qu'un caviste itinérant? Alors, pour savoir pourquoi je suis devenu caviste itinérant, pendant plus de 15 ans, j'ai été représentant VRP de vignerons. Donc j'allais chez les gens et Ça porte-à-porte, tout ça, là? Tout à fait, la vente à domicile. Ah, c'est une bonne école, ça. Voilà, c'est la meilleure des écoles au niveau commercial. Ah, on s'en prend des portes, là. On apprend l'humilité. Oui, ben oui. Voilà. Et non n'est pas une réponse. Ah non n'est pas une réponse. Oui. Anecdote, j'ai un client que je suis allé voir pendant 7 ans. Et quand il m'a commandé au bout de la 7e année, il me disait « Je voulais voir si vous étiez persistant. » J'ai été. Ah, c'est une façon de garder la face, ça aussi, hein, bien sûr. Voilà. Bon. Donc cette formation de vente à domicile a fait que j'ai apprécié vraiment le contact auprès des gens. Et puis, c'est amener la culture du vin aussi partout, puisque malheureusement, encore plus aujourd'hui, nos campagnes, les commerces ferment et donc ça devient un petit peu des déserts. Et c'est amener tout simplement le métier de caviste partout où il n'existe pas. Et moi je le dis, hein, d'ailleurs au niveau écologique, tous ces gens qui se déplacent de village au village et autres, c'est un marché, c'est un business, surtout si la camionnette ou l'environnement est écolo, etc., enfin, fait ce qu'il faut autour, vu qu'il n'y a plus de magasins et que tout le monde prend sa voiture perso pour aller super loin faire ses courses, amener les courses au centre du village, c'est un modèle. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc en fait, vous vous déplacez d'endroit en endroit. Je me déplace d'endroit en endroit où on me demande, je fais quelques marchés. À la demande ou sur un circuit? Alors j'ai mes réseaux sur Limoges, je fais le marché de Thiviers, je fais aussi le marché de Sorges. D'accord. Et je suis toujours preneur de nouveaux marchés. Hein, s'il y a des municipalités qui veulent, qui n'ont pas de caviste chez eux et qui veulent un caviste une fois de temps en temps, je serai le bienvenu s'ils m'acceptent. Donc vous avez une camionnette? J'ai une camionnette, voilà. Qui s'ouvre sur le côté, là, comme un vendeur de glace. Qui s'ouvre derrière. Okay. C'est moi qui déplie le barnum pour présenter ça. Donc elle s'ouvre derrière. Donc vous avez une tente qui fait une extension de la camionnette avec un stock dedans. Donc vous mettez la tente, un présentoir. Tout à fait. Avec des panneaux, ce genre de choses. Et les gens viennent vous voir et ils vous posent des questions, vous les conseillez. Et vous vendez à distance aussi. Vous avez un site web. J'ai le site internet, tout à fait, rocheclair.fr. Donc vous avez en stock ce qui est présent. J'ai en stock ce qui est présent. Et vous pouvez aussi leur dire, il y a telle chose et telle chose sur le site internet. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok, bon, je commence à voir effectivement comment vous travaillez, comment vous fonctionnez. Je pense que les gens comprennent aussi. Et donc, vous faites des marchés. On vous trouve où? Sur quel marché? Alors, on me trouve tous les samedis matins sur le marché de Thiviers. D'accord. Place de l'Église, c'est facile. Je fais pas le vin de messe, hein, rassurez-vous. Non. Et une fois, tous les dimanches, une fois sur deux, enfin donc tous les 15 jours, je suis sur le marché de Sorges. D'accord. Ok. Voilà. Pour le moment, c'est tout. Ok. Donc vous faites 2 marchés et lorsque vous dites à la demande, quelles sont les demandes que vous avez? Quelles sont les demandes? C'est tout simplement une personne qui veut créer un atelier œnologique, une dégustation chez lui ou à ma cave. Hein, d'accord. Donc vous proposez aussi, pas seulement de la vente, mais des ateliers de dégustation. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atelier de dégustation? Un atelier de dégustation, c'est tout simplement, on va dire, déjà un moment convivial entre amis ou en famille et qui va permettre de découvrir entre 7 à 9 vins. Ouais, parce qu'après, on rentre plus tout droit. Il faut limiter un peu. Tout droit, voilà. Bon. Oui. Et bon, c'est vraiment de la dégustation. Hein. C'est 9 vins, mais c'est pas 9 verres. D'accord. Oui. Voilà. Puisque une des bases de notre métier, c'est quand même la lutte contre l'alcoolisme. Hein. Oui. Non, mais... On vend du plaisir, on ne vend pas... moi, j'ai toujours dit, voilà. Un verre de qualité, avec des gens de qualité, durant un moment... De qualité. Voilà, c'est tout à fait. Voilà. Ouais. Okay. Et donc, ça, c'est un atelier œnologique. Vous venez, vous faites déguster 9 vins. Vous vous déplacez pour ça? Je me déplace. C'est une prestation payante? C'est une prestation payante, tout à fait. D'accord. Mais au nombre de personnes, je suppose? Absolument pas. D'accord. Non, c'est simplement, on paye le prix des bouteilles dégustées. D'accord. En sachant que le prix des bouteilles dégustées, c'est le prix cave. D'accord. Et mon prix cave, c'est généralement le prix des producteurs. Plus le frais de déplacement, évidemment. Plus 50 € de frais de déplacement. Oui, okay. Voilà. Oui, et de montant passé. Ça reste accessible. Ça reste très, très accessible. Okay. Et est-ce que vous êtes allé, parce que j'ai interrogé certains gens qui font des stands et autres, les foires des villes, les foires expo, il y a un marché pour ça. On trouve souvent des... Alors, on peut faire les foires expo. Faut pas oublier que je suis arrivé sur Thiviers, donc en octobre.
uniquement. Avant, j'étais sur Limoges. D'accord. Donc, on fait les choses petit à petit. Là, je suis en train de faire les travaux pour un gîte gourmand qui permettra de faire des week-ends œnologiques sans se soucier de la route derrière, justement. Donc, ça me prend un peu de temps. Mais oui, je ferai des marchés autres, des foires les dimanches ou des grandes foires comme la foire de Périgueux. C'est prévu. Alors oui, alors on va rappeler que vous, typiquement, vous vous êtes créé il y a 2 ans. Donc vous aviez un modèle initial, vous êtes encore dans les 3 premières années qui sont les plus critiques et les plus cruciales, donc forcément vous avez encore quelques petits pivotements pour vous adapter et étendre et voir où ça marche le mieux et consolider l'activité, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Je me sers pour ça des réseaux, c'est très très important de faire partie de réseaux. Je fais partie de certains réseaux de chefs d'entreprise. Oui, on va dire bonjour à Pascal. Pascal Percheron, voilà, du réseau accessible. On va dire bonjour à Marilyn, là. Marilyn, tout à fait. Du Petit Futé, qui est venue. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a dit, écoutez, lui, il connaît vraiment ce dont il parle, invitez-le. Je crois qu'elle avait raison, d'ailleurs, hein, voilà. Je la remercie, et merci du compliment. Marilyn Radwan, oui, tout à fait. Ok. Alors, maintenant, on va dans les spécificités, ici, en Dordogne. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que les gens vous demandent? Ce que les gens nous demandent, c'est tout bête. Alors, il y a 2 catégories de personnes, là encore. Ceux qui veulent vraiment du local, que ce soit nos vins de Bergerac, nos Montravel, nos EJP du Périgord. Le Pécharmant, la Rosette, le Saucignac. Voilà, donc il y a la demande locale et qui va se développer de plus en plus avec les beaux jours, puisque les touristes vont être là, et c'est ce qu'ils vont venir rechercher. Et les touristes ici aussi veulent des vins du coin. Tout à fait. Ils viennent ici, ils veulent du local, oui, d'accord. Voilà, je veux dire, quelqu'un qui vient à Thiviers, je vais pas forcément lui vendre du vous vin avez du pensé Sud. à faire tous les trucs de Sarlat, les campings, la zone touristique du Périgord noir, vous avez pensé à aller vers là-bas, là? Parce qu'il y a des Hollandais et tout. Et, Qui va piano, va sano. Bien sûr. Non, Mais oui, oui. c'est prévu. D'accord. Et en commençant déjà par les campings autour de notre Périgord vert. Hein, oui, puisque tout à fait. Thiviers est dans le Périgord Parce vert. qu'on parle de tourisme, effectivement. Voilà. Moi, j'oublie pas que le Périgord est un des premiers endroits touristiques en dehors de la mer de France. C'est énorme. Donc, il y a bien du monde qui vient et qui est demandeur de qualité. On s'est saboté à une époque en vendant à nos touristes de la piquette. Moi, je l'ai assisté, j'ai fait les saisons des campings, au Pilat, tout ça, et autres, quand j'étais étudiant, et ils venaient demander du vin local, et on leur vendait des machins en cubi. On s'est un peu sabordé. Donc, il faut vendre aux touristes des choses qui soient bien. La meilleure vente, c'est la suivante. Mais voilà. Et pour ça, il faut toujours vendre de la qualité. Oui. Voilà. Et à des prix raisonnables. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ma façon de travailler. Des bons produits, des produits de producteurs et à des prix raisonnables. C'est comme ça, c'est le bouche-à-oreille qui avance. Alors, le marché, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui marche ici? Alors, donc, beaucoup de produits locaux pour les champs. Et après, ils sont vraiment aussi à la recherche de vins, de petits producteurs, de petites régions, justement, et ça, c'est mon plaisir. Ah, les petites découvertes. Voilà, les petites découvertes, les vins du Brullois, le vin noir, voilà, le grain d'amour, toujours dans les vins du Brullois, les vins de terre du Sud, voilà, j'ai un petit producteur qui fait des vins magnifiques en blanc, rouge, rosé et à moins de 5 €. Prix caviste. Voilà. Mais c'est vraiment splendide. Voilà. Il faut sortir. Quand on prend un Saint-Estèphe, quand on prend un Pommard pour aller en Bourgogne, on est sûr de pas se tromper. Ce sont des vins extraordinaires. Mais des vins d'un certain prix. Mais on a plein de petits producteurs, de petits artisans vignerons qui font des vins en petite appellation ou en vin de France, puisque de plus en plus, il y a des vignerons qui passent en vin de France, ce qui permet de sortir des AOP et des AOC, qui sont quand même très stricts. Très strict. Ça permet de faire des vins totalement différents. J'ai une productrice qui est à Lussac-Saint-Émilion. C'est elle qui a aussi un vin, c'est un Lussac-Saint-Émilion, c'est le château Lagardère. Et en contre-étiquette, elle a justement ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu ne viens pas à moi, c'est moi qui irai à vous. Mais elle fait aussi 3 vins de France splendides parce qu'elle a travaillé dans le Sud et avec ses amis vignerons du Sud, elle achète les cépages du Sud qu'elle vinifie avec ses cépages de Lussac-Saint-Émilion et elle fait des vins extraordinaires dans des bouteilles avec des étiquettes magnifiques. Je vous conseille de les découvrir. Ah, moi, je vois une nouvelle génération de vignerons avec une très grande créativité, voire de l'artistique sur les étiquettes. Exactement. On sort du standard, on voit des noms, des créations graphiques. Mais pas que dans l'étiquette.
y compris Dans la conception. dans la vinification et D'accord. dans la conception du vin. J'ai un producteur toujours de la région bordelaise qui vend des vins blancs et des créments extraordinaires en chardonnay. Or, vous le savez bien, le chardonnay n'est pas un cépage bordelais. Et donc, c'est pour ça qu'il est sorti de l'AOP. Mais c'est splendide. Il y a vraiment une créativité, y compris au niveau de la vinification aujourd'hui. D'accord. Bon, c'est vraiment intéressant tout ça, ça me donne des envies. Bon. Mais Mais oui. avec modération. Oui, et c'est pas associé à des bons moments, à une bonne table. Mais il y a une tradition des métiers de bouche et de l'hospitalité dans le Périgord, et c'est vrai qu'on en fait partie. On en fait partie. Aujourd'hui, s'il y a, tiens, je vais vous voir demain. Je vous dis voilà, moi j'aime bien le Madiran, le Saint-Émilion, le Pessac, le Tanin, le fût de chêne, tout ça. Là, vous me dites, il faut aller où? Il faut aller où? Alors, pour changer, venez essayer le vin noir. Ah, Alors, en sachant que vous m'avez parlé le Saint-Émilion, qui n'est pas forcément le plus tannique des Bordeaux, hein. c'est vrai. Voilà, c'est vrai. hein, vous m'aurez dit un Médoc ou un au Médoc. Ah, j'aime bien les graves et quand ça voilà. décalque. Voilà. Donc là, C'est vraiment, des choses comme ça. Donc le vin noir, justement, qui est un vin de Bruillois, qui est vraiment extraordinaire, c'est avec du Tana. Donc il y a Tana, il y a Malbec. Donc c'est un vin qui est très puissant, par contre, qui n'est pas trop tannique, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que la tannicité d'un vin vient de deux choses. Un, l'élevage en fût de chêne, Mhm. et deux, de la tannicité naturelle du cépage. Mhm. Voilà. Et les vins, il y a des cépages qui sont moins tanniques que d'autres. C'est pour ça que les vins du Sud sont généralement beaucoup moins tanniques que le Bordeaux, même lorsqu'ils sont élevés en fût de chêne. D'accord, ok. Rappelez-nous, là, un œnologue, quand il déguste le vin, il regarde l'alcool qui descend sur le verre, il le sniffe, il inhale, il regarde le deuxième effet qui se coule, qui vient de temps en temps d'ailleurs en Tout arrière. à fait. Normalement, Alors, il faut alors, faire tourner le vin donc Oui. dans la bouche, hein, sur les deux catégories de papilles, puisqu'on a des D'accord. papilles différentes sur les langues Oui. et sur le haut du palais. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est un apprentissage, faire tourner le vin dans la bouche pour que ça touche les deux types de papilles. Voilà, l'alcool qui descend sur les parois du verre, il est plus ou moins gras. Voilà, tout à fait, plus ou moins gras, c'est ce qu'on appelle avoir du corps. Hein, Voilà, quand c'est on le entend corps. le corps, voilà, c'est le temps que ça glisse dedans. Plus c'est glisse lentement, donc c'est un vin qui va avoir plus de corps, qui va être aussi un peu plus gras. Voilà, il y a aussi bien sûr le bouquet, hein, donc le nez, l'odeur du vin qui est très très importante, hein, et qui est des fois surprenante. On parlait de vin jaune tout à l'heure. Hein, le vin jaune de la région d'Arbois, ça a un nez de vin moelleux, et quand on le goûte, c'est un vin unique, très sec, très surprenant, puisque c'est un vin qui est totalement oxydé. Voilà. Donc voilà, souvent il y a des fois entre le nez et le goût, il y a des différences, et c'est ça qui est intéressant à découvrir. Et c'est bien, le nez prépare la bouche en même temps quand on le renifle un peu, je trouve. Mais des fois ça surprend, tout à fait. Oui, tout à fait. Et aussi, on voit un vin de qualité parce qu'il a un premier goût, et un certain temps après, il va en avoir un deuxième. Tout à fait. Voilà, Ça s'appelle... Le vin, c'est vivant. Un vin va s'ouvrir. Voilà. Et ça n'a pas. C'est la profondeur, je crois. C'est la non profondeur, Oui. tout à fait. Quand c'est en bouche. Voilà, tout à Oui. fait. C'est la profondeur d'un vin que, lorsqu'il est en bouche, au bout de quelques secondes, il va évoluer. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça, on le trouve dans des vins de qualité, hein. Pas des assemblages ou des trucs faits à la va-vite. Voilà. Alors, quand on parle assemblage, même les très grands vins sont souvent des assemblages de différents cépages. Voilà. Par contre, ça vient toujours de la même maison qui connaît ses terroirs et qui sait vraiment assembler ses vins. Didier Salé de Rocheclair, les délices de Rocheclair, rocheclair.fr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour les années qui viennent? Encore découvrir d'autres artisans vignerons Oui. qui sauront égayer les papilles de mes clients. Bon, et là, dans l'immédiat, les semaines et mois qui viennent, on vous trouve sur rocheclair.fr et on vous trouve au marché de Thiviers, vous aviez dit, on vous trouve aussi... À notre cave à Thiviers, ce rendez-vous. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Je vous dis à tous à la semaine prochaine et bon après-midi à tous, ou bonne matinée, bon appétit sur RLP. Au revoir. RLP Business. RLP.
Radio Libre en Périgord.